Benyamin Netanyahou est à Washington pour rencontrer Donald Trump. La dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza, l'Iran et la Syrie seront évoquées à la Maison-Blanche. Le sommet des BRICS s'est ouvert ce dimanche à Rio de Janeiro. Au cœur des préoccupations, les mesures douanières américaines. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est à Washington ce lundi pour discuter avec Donald Trump d'un cessez-le-feu à Gaza. L'accord en cours prévoit 60 jours d'arrêt des combats, l'échange d'otages et une aide humanitaire massive. Mais plusieurs détails clés restent à régler, notamment avec le Hamas, qui exige des garanties sur le retrait israélien et la levée partielle du blocus. השיחה עם הנשיא טראמפ יכולה בהחלט לעזור לקדם את התוצאה הזאת שכולנו מייחלים לה. Au-delà de Gaza, les discussions porteront sur l'Iran, la Syrie. Mais cette visite, la troisième en moins de 6 mois, est aussi une manœuvre politique pour Benyamin Netanyahou, qui cherche peut-être aussi à faire oublier que son gouvernement est fragilisé en interne. Son nom n'a pas été prononcé, mais c'est bien la politique de Donald Trump qui a été pointée du doigt. Réunis en sommet depuis ce dimanche à Rio de Janeiro, les dirigeants des BRICS ont condamné la guerre commerciale menée par les États-Unis. Dans une déclaration commune, les leaders du bloc ont fait part de leurs graves préoccupations quant à des mesures douanières qui, selon eux, menacent de réduire le commerce mondial, de perturber les chaînes d'approvisionnement et d'introduire de l'incertitude. Les dirigeants des BRICS ont également condamné l'opération militaire menée par Washington en Iran et exprimé leurs graves préoccupations quant à la situation humanitaire à Gaza. Hôte de l'événement, le président brésilien Lula a appelé à préserver le multilatéralisme. Se a governança internacional não reflete a nova realidade multipolar do século XXI, cabe aos BRICS contribuir para a sua atualização. Sua representatividade e diversidade o torna uma força capaz de promover a paz e de prevenir e mediar conflitos. Si le dirigeant brésilien a prôné la coopération, le premier jour du sommet a toutefois été marqué par l'absence de plusieurs dirigeants, notamment du président chinois Xi Jinping et du président russe Vladimir Poutine. Les dirigeants iraniens et égyptiens, dont les pays ont rejoint les BRICS en 2024, n'étaient pas non plus présents. Plusieurs experts s'accordent à dire que l'élargissement des BRICS ainsi que le contexte économique et politique hautement inflammable pourraient accentuer les difficultés du bloc à parler d'une seule voix. Varsovie réintroduit les contrôles d'urgence le long de ses frontières occidentales et orientales pour une durée de 30 jours, conformément aux lois et règlements de l'UE, ajoutant qu'ils pourraient être renouvelés si nécessaire. 52 sites donc, le long de la frontière polonaise avec l'Allemagne et 13 avec la Lituanie, font l'objet de contrôles et d'inspections supplémentaires. Au cours du week-end, le ministre polonais de l'Intérieur, Tomasz Siemoniak, a déclaré que Varsovie était prête à supprimer ses contrôles si Berlin faisait de même. Les tensions sont montées en flèche au sujet de la gestion des frontières, la Pologne affirmant que plus de 11 000 migrants ont été poussés dans son pays depuis l'Allemagne entre janvier 2024 et février 2025. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit prêt à travailler avec Varsovie pour résoudre ce problème. Le renforcement des contrôles fait suite à l'augmentation du nombre de passages illégaux de migrants que l'Allemagne, la Pologne et la Lituanie considèrent comme une manœuvre orchestrée par la Russie. Ces pays accusent le Kremlin d'avoir provoqué une crise migratoire en faisant passer des milliers de migrants sur le territoire de l'UE via le Bélarus. Les îles grecques de Gavdos et de Crète continuent de subir la pression permanente d'arrivées massives d'immigrants clandestins. Au cours des dernières 24 heures, plus de 750 d'entre eux ont été interceptés au sud de Gavdos et dans les zones côtières de la municipalité de Gortina à Héraklion, lors d'opérations menées sous la supervision du Centre commun de coordination pour la recherche et le sauvetage. Selon la garde côtière, l'opération la plus importante a été enregistrée à 25 miles nautiques au sud-est de Gavdos, où 430 personnes à bord d'un navire de pêche surchargé ont été récupérées avec la coopération d'un pétrolier battant pavillon du Panama. Sur l'île de Crète, la situation est tout aussi dramatique. Les organisations sur place indiquent que des milliers de migrants illégaux sont arrivés de Libye, où les passeurs sévissent avec la tolérance des autorités locales.
Les flux enregistrés font état de plus de 8000 migrants depuis le début de l'année, soit une augmentation de plus de 250% par rapport à la même période en 2024. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Texas après les fortes pluies et les crues subites qui ont ravagé le centre de l'État le 4 juillet dernier. Les autorités ont annoncé qu'il s'élevait désormais à au moins 79 morts. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a en outre déclaré que 41 personnes étaient toujours portées disparues, parmi elles 10 campeurs et le conseiller d'un camp d'été chrétien. Il a également prévenu que les fortes précipitations attendues jusqu'à mardi pourraient rendre la situation encore plus dangereuse dans la région et que chacun devait rester vigilant. Le président américain Donald Trump a signé une déclaration de désastre majeur pour la région touchée, déclarant que les familles avaient enduré une tragédie inimaginable. Il a annoncé le déblocage de fonds, la mobilisation de secours fédéraux et sa venue dans les zones touchées probablement en fin de semaine. La rivière Guadalupe a débordé de plus de 8 mètres en seulement 45 minutes vendredi, détruisant des maisons, des camps et des véhicules. Les autorités texanes ont utilisé des hélicoptères, des bateaux et des drones pour rechercher les victimes et les personnes disparues. Plus de 850 personnes ont été secourus au cours des 36 premières heures. Les autorités ont lancé une enquête minutieuse afin de savoir si suffisamment d'avertissements ont été émis le jour de la catastrophe. Dans une zone souvent sujette et très vulnérable aux inondations, de multiples voix pointent en effet du doigt un manque de système d'alerte locale, en particulier dans Kerr County, qui avait pourtant demandé des subventions en ce sens depuis 2018. Une chaleur extrême et des conditions de sécheresse qui s'aggravent ont balayé la Hongrie, entraînant une baisse brutale du niveau des principaux cours d'eau. Selon les données officielles, le niveau de la Tisa, l'une des principales rivières hongroises, a baissé de 60%, tandis que celui du Danube a baissé de 40%. Cette forte baisse affecte de nombreuses entreprises hongroises installées au bord du deuxième plus long fleuve d'Europe, une voie de transport majeure à travers le continent. Selon le porte-parole du gouvernement hongrois, les tarifs de transport maritime peuvent augmenter de 100% car les cargos ajoutent une surtaxe pour les navires qui ne sont pas complètement chargés. En raison du faible taux des eaux, les cargos ne peuvent pas naviguer à plus de 30 ou 40% de leur capacité. Le tronçon bulgare du Danube est aussi touché. Les ferries entre la Bulgarie et la Roumanie ont été suspendus car les niveaux d'eau sont trop bas pour que les navires puissent passer en toute sécurité. Des parties entières du lac Shrebarna, situé à proximité, se sont elles complètement asséchées. La Bulgarie a annoncé qu'elle avait lancé une opération d'urgence pour pomper de l'eau du Danube et sauver le lac. Des milliers de fidèles ont afflué dimanche dans la ville himalayenne de Dharamshala en Inde pour célébrer le 90e anniversaire du Dalai Lama, chef spirituel du bouddhisme tibétain qui vit en exil depuis qu'il a échappé à l'autorité chinoise au Tibet en 1959. Vêtu d'une robe traditionnelle et d'une écharpe jaune fluide, le Dalai Lama a été escorté dans la cour du temple par un groupe de moines, tandis que des artistes tibétains battaient le tambour ou jouaient de la cornemuse et que les lamas frappaient des cymbales en son honneur. Des célébrations ont également eu lieu à Katmandou, au Népal, où des centaines de réfugiés tibétains, de moines et de diplomates étrangers ont marqué la journée par des prières, des chants et des danses bouddhistes. Reconnu dans le monde entier grâce à sa robe rouge et à son large sourire, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, se décrit comme un simple moine bouddhiste. Mais des millions de bouddhistes tibétains le vénèrent comme la manifestation vivante du dieu bouddhiste de la compassion. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi la place principale de Pamplune, dans le nord de l'Espagne, dimanche pour célébrer le coup d'envoi du festival de Tauromachi de San Fermín. L'édition de cette année a officiellement débuté par le feu d'artifice de Chupinazo, une tradition symbolique qui remonte au début du XXe siècle et cette année a été dédiée à la cause palestinienne. Presque tout le monde, y compris les nombreux touristes étrangers venus assister à l'événement, était vêtu de la tenue traditionnelle, pantalon et chemise blanche avec une ceinture et un foulard rouge. Ce festival de 9 jours est célèbre pour ses encierros ou courses de taureaux qui verront des milliers de personnes sprinter pour éviter les 6 taureaux qui chargent le long d'une route pavée sinueuse menant aux arènes de la ville. Malgré la controverse qui l'entoure et les protestations des défenseurs des droits des animaux, le festival est devenu au fil du temps un spectacle qui captive les gens du monde entier. La San Fermín attire environ 1 million de participants de plus de 80 pays, ce qui en fait un phénomène culturel mondial.
Euronews est parti à la rencontre du jeune réalisateur polonais Korek Bojanowski, dont le premier film Loss of Balance a été remarqué dans de nombreux festivals dans le monde. Ja opowiadam o grupie studentów, którzy przygotowują się do spektaklu dyplomowego, na ich drodze stoi nowy reżyser i zaczyna się gra między nimi. Le réalisateur apprécie particulièrement les premiers films de Roman Polanski, qui a inspiré Loss of Balance pour son atmosphère sulfureuse et sa relation très étroite avec le protagoniste. La situation du personnage principal est inspirée de la révélation de situations pathologiques survenues dans les écoles de cinéma polonaises et qui ont refait surface en 2020. Ja chciałem ją na maksa zrozumieć, takie metody, które polegały na łamaniu studentów, czyli na zmuszaniu ich do przekraczania swoich granic, bo uznawało się, że po prostu, że sztuka tego wymaga. Korek Bojanowski nous explique son approche de l'histoire. Chciałem opowiedzieć film o wchodzeniu w dorosłość właśnie i o tym, ile musimy poświęcić siebie, żeby się realizować w tym, co kochamy. En 2024, les débuts du réalisateur ont été salués pour la première fois au Festival du film de Gdynia en Pologne. Et récemment, un événement très important dans le calendrier de l'équipe du film a été sa projection en clôture de la présidence polonaise de l'Union européenne. La première mondiale de Loss of Balance vient d'avoir lieu à Shanghai, où le film a été reconnu et remporté le prix du scénario. Ja chciałem robić filmy od dziecka. Po prostu pamiętam pierwsze doświadczenia kinowe i jakie to robiło na mnie wrażenie. Korek Bojanowski travaille déjà sur son prochain film et espère le tourner cette année. Jest to też film o wchodzeniu w dorosłość, ale jakby kolejny etap, bo mam poczucie, że Utrata jest o tym, o zawodzie na świecie, że się zawodzimy na świecie, bo mam jakąś wizję świata, a to jest jakby drugi etap tego wchodzenia w dorosłość, kiedy nie zawodzimy się na świecie, tylko na sobie. Korek vient de nous confier que son deuxième film sera une comédie noire.